je suis né à Courcelles. Ouais. Et à Courcelles, je suis né à la rue des Combattants, qui va vers Forchy, tout enfin. C'est la route, la grande route? Non. Il y a la route qui va de Trasny vers Roux. Voilà, tout ça. Voilà. Et là, il y a la rue des Combattants, mais je sais, bon, c'est pour te dire un petit peu ce que je connaissais aussi. C'est au départ, pour aller à Forchy, pour aller au départ de Marchienne. Marchienne, ouais. Voilà, ça, et moi, donc, j'habitais plus spécialement Jumet-Goïssard. Je connais moins ça. Ah, d'accord. Moi, je suis né dans les années en 48, et toi? Ouais, 50. Donc voilà, après c'est la même génération. la même génération. Quoi. Ouais. Donc moi j'avais des copains à l'école gardienne, plein de photos d'école, qui étaient d'origine italienne. Et à l'époque, il y avait beaucoup de baraquements à Marchienne-d'Auchery, sur le haut de Jumet-Goïssard, tu montais un peu. Pour les mineurs, quoi. Pour les mineurs qui venaient travailler. Voilà, alors ils ont, je vais dire, ils se sont installés là-bas tout de suite après la guerre. Mais après, tu sais, certains mineurs se sont installés, du moins ont essayé d'avoir des briques, mais ils étaient surtout accueillis dans des arrière-cours. Et là, je me souviens que j'allais souvent jouer avec un jeune Italien qui s'appelle Alfredo Zaghis. C'était un nom comme ça. Bon. Et il y en avait un autre, mais je ne me souviens pas de son prénom, c'était Mazeille. Donc j'ai fait toutes mes écoles gardiennes et une partie des écoles primaires où on a toute une série de photos. Quoi. Mais donc c'était très, très agréable de pouvoir rencontrer des jeunes comme ça et qui étaient, je vais dire, bon, d'une autre culture que nous. Voilà, parce qu'ils étaient très ouverts. Les petits Belges, eux, tandis que les mamans italiennes, elles nous disaient, ah mais Willy, allez hop, on mange un petit 4 heures. Italienne, hein, convivial. C'était très sympa. Et ça, par après, j'ai encore retrouvé lorsqu'on avait ouvert un commerce à Couillet, d'où est originaire un autre Carolo qui habite ici à Bruxelles, qui est un écrivain qui va souvent boire son pot devant chez toi, qui est Patrick Delperdange, un petit monsieur blanc, voilà, qui est de Couillet, et qui habite ici à Bruxelles. Et il a fait la dédicace d'un livre dont je t'ai envoyé le lien, de Lorenzo Cecchi. Et quand j'ai lu le livre de Lorenzo Cecchi, qui est de ma génération aussi, je découvrais toute notre vie qu'on avait eue à chaque fois. C'est fou, hein. C'est fou. C'est que le livre, ce livre-là, ce petit livre, hein, c'est en écrivant ça, parce que moi, comme je n'écris pas, j'ai raconté. Et ça m'a forcé d'aller rechercher un peu dans ma mémoire, mais j'ai revécu des trucs de gamin, hein, et que je n'ai même pas raconté dans le livre, parce que bon, c'est des anecdotes un peu, bon, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, mais dans le fond de moi-même, c'est fort. Hein. C'est justement quand on fait ce genre d'exercice, parce que, allez, on rencontre un copain, il y a un repas de famille, on parle, on raconte, et puis on est repris, on est interpellé par quelque chose d'autre, et puis la conversation, le voyage, elle dévie, et voilà quoi. Non, je dois dire, c'était une excellente idée de pouvoir sortir ici un ouvrage qui reprend un petit peu le parcours d'un jeune Carolo, et qui vient s'installer à Bruxelles. Comme sûrement beaucoup d'autres. Hein. Comme beaucoup d'autres, mais chacun a son parcours, plus difficile, moins difficile, mais bon, ça c'est la vie qui fait ça. J'avais besoin, à un certain moment, j'avais pensé l'écrire, et puis je ne l'ai pas fait, mais je me sentais le besoin de le faire pour mes enfants, parce que comme dans le livre on le lit, j'ai eu des drames dans la famille, il y a un garçon qui est moins bien, donc je voulais raconter tout ça, et pour lui qu'il comprenne très bien qui on était et d'où on venait, le parcours que les parents ont fait, les grands-parents ont fait, que tout le monde a fait pour arriver à ce qu'on est, et que lui, il a la possibilité de continuer et il ne le fait pas. Alors toi, quand tu es jeune, tu es tout jeune, le premier souvenir que tu as de toi, c'est quoi? Le premier souvenir que j'ai de moi... À l'école gardienne, tu te souviens quand tu étais à l'école gardienne? Les premières années d'école, avant les premières... À l'école gardienne, oui, je me rappelle qu'une guêpe m'a piqué à la jambe. Voilà. Oui, m'a piqué à la jambe et je commençais à pleurer, j'avais mal, quoi. Ça, je me rappelle. C'était mixte déjà. Hein. C'était mixte, c'était école catholique. Et puis après les primaires, pouf, c'était garçon d'un côté et fille de l'autre. Après primaire, j'ai fait ma première primaire à l'école catholique, c'était mixte. Après j'étais à l'école communale, c'était séparé. Ah, c'était séparé, voilà. Et il y avait deux classes à la fois, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Il y avait un instituteur pour deux classes. Et déjà à Forchy? À Forchy, toujours à Forchy. Le papa est arrivé quand, lui, à Forchy? Alors, papa, il est arrivé en 1946 à Trasny. Il est resté quelques mois en cantine, là, comme ça, là-bas. Puis, maman, quand elle est arrivée, c'était presque un an après, il a trouvé une petite maison dans la cour Broquet, à Forchy. Donc une arrière-cour, dans une petite maison, comme ça. Voilà. Mais c'était petit. Après, moi, je suis né en 50, et en 51... Tu étais le premier? Non, le deuxième. J'ai ma soeur, ma grande soeur qui est arrivée, jusqu'à maman est arrivée, quoi.
D'accord. 9 mois après, ça arrivait tout juste. Et puis après, papa, comme il parlait très bien français, parce qu'il avait vécu en France petit, Voilà. jusqu'à 18 ans, donc il a su débrouiller pour avoir une plus belle maison, dans un jardin, avec un jardin, un peu dans la campagne, comme ça, donc il a su se débrouiller. On est parti habiter là, on a tout le temps habité là, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Et donc là, c'est l'école primaire. L'école primaire qui commence, Et les petits copains sont quoi? Sont des Belges, sont des Italiens? mélangé, C'est c'est mélangé. mélangé, c'est mélangé. J'avais mon copain petit, c'était Jacques, c'était un Belge. Voilà, c'était mon copain, mais c'était quand même. Ils avaient plus de moyens que nous, parce que nous on était pauvres, on était migrants. Hein. Donc lui il passait ses jouets, quand il avait plus envie de jouer, Ouais, d'accord. il me les donnait. Puis à l'école primaire, à l'école, là c'était mélangé quoi. Puis il y avait une petite bagarre entre garçons, puis il y avait un peu de racisme aussi, macaroni, spaghetti, espagnol et spaghetti, pas des trucs de gamins. Ah, Quoi. d'accord, d'accord. Puis ça, on se révolte un petit peu comme ça. Voilà, et puis après papa. Maman, on n'a pas eu une cantine, elle. Non. Non, maman elle venait de la montagne, elle était ménagère, faisait son ménage, faisait à manger, s'occupait de la maison. Et papa il travaillait dans la mine. Puis après ils ont fermé les mines, les charbonnages, et là on a eu difficile. Ah, J'avais deux sœurs, j'avais une sœur qui est venue après. Et là ça a été plus difficile, et là c'était le choc. Alors j'ai pas bien travaillé à l'école, je travaillais pas à l'école, j'aimais pas. Hein, pourquoi? Je sais pas, je sais pas. Peut-être parce que j'étais pas bien suivi, mais ça ne m'attirait pas fort. J'étais assez bricoleur. Même avec les gamins, les copains, quand on jouait à bataille, hein, on faisait dans Oui, le caillou, des arcs à flèches, c'est moi qui les faisais. J'étais l'armurier, quoi. Voilà, Parce que l'armurier. j'étais bricoleur. Les Hein. catapultes à Les l'époque. catapultes, ouais, les arcs à flèches, on faisait tout. Et c'est moi Je qui me les souviens, faisais. tu parles de jeux comme ça. Moi, je me souviens quand on était jeune, on tapait sur des cailloux, on appelait ça comme un genre de silex, et qui Ouais. faisait un bruit pas possible lorsqu'on chantait dessus. Là. Il y avait même des petites flammes et tout ça. Ça, c'est les petits cailloux ronds, comme ça, Oui, oui, lisses oui. comme ça, ouais, comme des silex. Oui, oui. On Ouais, s'amusait avec ça, ça ouais, faisait un ouais. bruit pas possible dans les cours d'école qui étaient un peu rugueuses. Ouais, ouais. Puis, Ou bien à la butte avec les billes. comme ça, Oui, ou bien comme ça. comme ou bien, ça, comme ça. ce sont des choses qu'on ne voit plus On maintenant. voit plus ça, non. Non. Bon, on joue aussi à ce bouton, hein. On se mettait contre un mur, on se tenait l'un sur l'autre, comme ça. Donc ça, c'est l'époque de l'école primaire. L'école primaire, ça, oui, jusqu'à 12 ans, 12-13 ans. Mais après, comme je travaillais pas bien à l'école, ben, j'étais à l'école professionnelle, quoi. D'accord. Alors j'ai eu un petit diplôme, mécanique, là, à Charleroi, tout le monde, il allait en mécanique parce qu'il devait travailler dans l'usine. J'allais Hein. au tram, là. C'était le J'allais au tram, là. Oui, oui, C'est la tram qui venait de Trasny et qui allait jusqu'à Marchienne, et à Marchienne. Non, là, je prenais Non. le tram à Forchy, de Forchy à Fontaine. Ah, d'accord. L'école technique professionnelle est à Fontaine. Et là, j'étais 3 ans. J'ai eu un petit diplôme comme ça, professionnel. Ben, j'ai pas trouvé de boulot, quoi. Et après, j'étais vers la coiffure. D'accord. Et là, ça m'a plu. Il y avait déjà des vacances? Papa allait en vacances avec vous? Non, On ne retournait non, pas au pays, non? Non, je me rappelle, j'avais 4-5 ans, on était parti une fois en Italie, en hiver. Je me rappelle de mon grand-père, qui est parti aux États-Unis après. Je me rappelle de lui, d'une dame, vaguement. Hein. Et puis après, on est retourné en Italie, j'avais 15 ans. En 16 ans, j'avais. La première fois qu'on est retourné. D'accord. On a vu la famille, j'ai vu ma grand-mère maternelle, je l'ai vu que là. Et puis c'est tout. Après, de temps en temps, après je me suis payé plusieurs fois des voyages comme ça, on est retourné quelques semaines de temps en temps. Quoi. Sinon, on D'accord. partait pas en vacances. Et donc, tu es un bricoleur, tu es un Je suis un chipoteur, bricoleur, et oui, puis alors oui. tu te dis, tiens, coiffure. Coiffure. Comment est-ce qu'on Alors, tombe dans la coiffure? alors. Raconte un peu. Coiffeur, comment papa il me faisait travailler beaucoup avec lui, comme il avait besoin pour la maison. Parce qu'il avait acheté une maison, après quand les mines de charbonnage ont fermé, il a racheté la petite maison. Et la société de charbonnage vendait les maisons, enfin des charbonnages. Effectivement, oui. Donc après il a racheté la voisine. Donc il avait 2 maisons, 4 pièces en bas, 4 pièces en haut. Mais il fallait tout refaire, quoi. Il fallait faire la salle de bain, il fallait faire le toit. Et là il profitait des vacances scolaires pour faire ça avec moi. Ah, d'accord. Donc je bricolais beaucoup, et donc j'avais des mains assez épaisses, quoi. Et ma soeur a commencé la coiffure, elle aimait bien. Et puis je devais l'aider. Parce que je l'aidais le samedi, quoi. Mais je voulais pas parce que j'avais les mains brutes. Ah, d'accord. Et je sentais pas bien les filles, les femmes, et puis j'étais assez. Pour les frictions, c'est bien, ça. Ouais, non. Mais j'avais pas la sensibilité, j'étais trop efféminé. Puis il y avait toutes ces femmes qui venaient se faire des chignons à l'époque. Ah, oui, oui. Elles restaient une semaine avec leurs chignons. Pour l'aider ma soeur, je devais faire ce qu'elle me faisait faire, quoi. C'était retirer les pinces, démêler, mais ça puait la transpiration en pleine semaine, c'était désagréable. Et j'aimais pas. Et puis après, comme je faisais rien à l'école, et puis j'ai pas trouvé de boulot, mon père dit, fais ton coiffeur. Ouais, moi jamais, tu me vois moi avec mes grosses pattes, faire des coiffeurs et tout. Et puis après, j'ai pas trouvé de boulot. Je dis, il faut quand même que je fasse quelque chose. À l'époque, il fallait être actif, hein, on ne peut pas rester aglandé, quoi. Puis j'étais à l'école de coiffure, me présenter, Tu avais quel âge, là? 15 ans et demi, 16 ans. 16 ans. Ouais. Et là j'ai commencé, comme ça, clic, 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 doucement, doucement.
Et à l'école, ça va, j'aimais bien. J'aimais bien l'ambiance. Bon, il y avait des filles, des jolies filles et tout. Donc c'était agréable, quoi. Et puis je commençais à bien aimer le contact avec les cheveux et les gens. Et puis un an après, j'allais à l'école tous les jours. Puis un an après, je me suis présenté dans un salon pour faire le samedi, pour travailler le samedi. Mais j'aimais pas. J'aime pas le salon, le travail qu'il faisait. On avait une vision quand même du beau travail. Et là, j'aimais pas trop. Puis j'étais chez un, le prof m'a recommandé, qui avait été champion du monde de coupe, homme. Et là, je suis allé là-bas, il m'a fait commencer à couper les cheveux, il m'a dit que je savais rien faire. D'accord. Donc le choc, je me dis, mais je comprends, c'est pour ça que je viens pour apprendre. J'ai toujours été assez modeste, assez réservé. J'ai commencé à travailler là-bas, puis j'ai vu qu'il y avait moyen de faire autre chose qu'un petit salon de coiffure comme ma soeur, il y avait moyen de s'en sortir, quoi. Et là, j'ai commencé à m'accrocher. Alors, il y a une chose qui m'a interpellé, dont je n'ai pas souvenance que tu parles dans ton ouvrage, c'est que à cet âge-là, tu as tous tes copains belges qui Oui. font leur service militaire. Oui. Et toi? Mais comme je suis italien, à 18 ans, on pouvait ne pas le faire en Belgique, parce que moi j'étais italien, j'étais pas belge. Hein. Alors on pouvait rentrer en Italie 2 mois par an avec un certificat de résidence en Belgique. Donc on n'était pas obligé de le faire en Italie aussi. Donc en Belgique je ne l'ai pas fait parce que bon, c'est une opportunité de ne pas le faire, quoi. C'était une opportunité. Une opportunité Donc de ne les pas le jeunes faire. Italiens Ne l'ont pas fait. n'ont pas fait. Ils n'avaient pas Il n'y avait d'obligation. pas d'obligation. En Italie, ils peuvent retourner 2 mois ou 3 mois par an avec une Bon, dérogation. on ne remettait pas le grappin dessus. Donc s'ils ne faisaient pas le document, oui. Hein. Il y en a, D'accord. j'en connais certains, qui sont rentrés en vacances en Italie, ils sont revenus un an après. Hein. D'accord, Ah ouais, ils se sont fait ramasser, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'était pas mal. Et je vais dire, parce que moi j'ai fait le service militaire, c'était une bonne chose pour les jeunes comme toi qui hésitaient ou qui se posaient des questions, parce que je dois dire, le fait de faire un service militaire t'ouvrait la porte sur d'autres choses. Tu pouvais conduire un camion, conduire Oui. une moto, apprendre quelque chose. Et tu n'as pas été attiré à te dire, tiens, tout compte fait, moi je prends la nationalité belge et je fais un an là-dedans. Ça ne t'a jamais effleuré? Non, ça? parce que j'avais déjà commencé la coiffure. Ah, Ça, c'était à 18 ans, j'ai commencé la coiffure, ça commençait à me plaire, donc je voyais ma voie était tracée déjà comme ça, D'accord. quoi. Je n'avais pas besoin de conduire un camion, ou... ça, D'accord. c'était pas moi. Non, et puis j'ai commencé à aimer le contact avec les gens, je faisais du bon travail, mon travail était apprécié au salon, je coiffais chez moi à la maison le soir, le dimanche, mais j'avais quand même pas mal de clients, mais j'avais pas besoin, j'étais Alors, bien. la grosse boulette que tu as fait étant jeune, qu'est-ce que tu as fait comme gaffe? Comme gaffe, Allez, tu es jeune coiffeur, tu apprends. l'anecdote, Allez, la voilà. plus belle anecdote, oh purée, ça c'était terrible. J'ai jamais eu peur de travailler. Oui. J'ai toujours été modeste quand on me demandait si je savais travailler, mais je me lançais quand même. Donc j'étais à l'école depuis même pas un an, donc je ne travaillais pas dans un salon, hein, mais je coiffais le voisin, le copain, comme ça. Et il y a une femme qui vient avec un gamin de 7-8 ans, elle me demande si j'avais déjà fait des coupes au rasoir. À l'époque c'était la mode de coupe au rasoir. Mhm. Moi, j'avais jamais eu une coupe au rasoir. À l'école on ne faisait pas ça. On commençait d'abord en première année, c'était pas ce travail-là, quoi. Je dis oui madame, j'ai déjà fait ça. Donc je prends le gamin, je mets sur une chaise avec des coussins et je commence avec mon rasoir. J'avais un rasoir et je commence. Oh purée. Alors je n'osais plus regarder le gamin, je n'osais plus regarder la mère. Alors j'étais gêné, hein. Ça j'oublierai jamais. Moi, je me souviens qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu cette mode qui est venue. Et je me souviens que au Jumet où j'habitais, on devait aller à Charleroi, ou à Jumet où il avait sa maison mère, c'était le coiffeur Gorman. Gorman, Gorman qui a Gorman. été le premier à lancer la coupe au rasoir et qui s'est spécialisé après avec les perruques. avec les Avec les perruques. perruques, oui, oui, je connais. Voilà, Je connais son fils aussi. C'était Ouais. la même génération que moi. Hein. voilà, Gorman, c'était la génération de mon patron et il y avait le fils, oui, c'est ça. voilà. À Parce que Charleroi, à la rue de la rue Turenne. Rue Turenne. Rue Turenne, oui, oui. En face du palais des expositions. Ouais, c'est Donc ça. voilà, ça c'est une époque. Et après à Jumet, il y a eu un autre coiffeur chez qui j'étais, un coiffeur qui s'appelle Aubert, le coiffeur Homer. Ouais. Enfin, voilà. Mais pour te dire, Gorman était, je veux Était dire, là. un pionnier dans, Ah, oui. dans la mode. Et Hein. mon patron, chez qui j'ai appris à travailler, en 66, il était champion du monde de la coupe au rasoir. D'accord. Et c'est comme ça que je suis allé là. Je suis allé en 67, 68 chez lui, par recommandation par un prof. Et là, j'ai vu ce que c'était le beau travail. Voilà. Et là, je me suis rendu compte, bon, c'est clair que je ne sais rien faire. Et là, si je veux réussir, je dois m'accrocher là, quoi. Comme ça, je me suis accroché, là, j'ai évolué. Quoi. Et c'est pour ça que ça a bien marché. Sinon, je serais resté coiffeur là-bas. Et les teintures, t'as jamais eu d'accident dans les teintures? Moi, je faisais pas ça. Ah, Coiffeur, ouf. on fait pas. On en fait un peu, mais pas beaucoup. Alors, c'est coiffeur d'âme, mais ça, j'ai jamais trop Trop touché. touché à ça, c'est un métier à part.
Moi, je suis coupeur, je coupe. D'accord. Couper, ça va. Par hasard, quoi. Raseur, un peu, mais c'est pas bon. Donc tu démarres, tu es jeune, Voilà. tu as un patron. J'ai un Qui est ce patron. patron tout coup Sarsoni, Walter. Oui. Il y avait un salon, déjà à l'époque, c'était quand même un grand salon pour la région. On travaillait à 5. Il y avait 5. Il y avait Walter, le patron, Bruno, son coiffeur, Pinault, qui était arrivé 1 an et demi avant moi et Christian. On était 3 apprentis. Et alors j'avave... Pas de la même, il ne sortait pas de la même école que toi. Si, Ah, oui, d'accord. c'était la même école. C'est un hasard, hein. Oui, oui. Mais Pinault, il avait déjà commencé chez Walter 1 an et demi avant moi. Ah, d'accord. Donc, Il avait déjà la main, lui. j'étais jaloux. Hein. Ah oui, ça je comprends. J'étais jaloux parce que j'avais de l'ambition quand même. Et je voyais Pinault qui travaillait bien. Alors j'ai dit à Bruno, l'ouvrier du patron, je dis combien de temps je dois me mettre pour le rattraper? Il me dit si tu travailles bien, il va falloir 1 an et demi pour. Il faut que tu travailles. Hein. Il m'a encouragé. Il m'a vraiment bien encouragé. Puis j'ai commencé à travailler. Puis c'est vrai qu'un an après, c'était bien. C'était pas mal. Quoi. Et je me souviens à cette époque-là, c'était l'époque des pourboires, où on te glissait un petit billet ou une Et pièce. on ne nous payait pas. Le patron, c'était radin. Et donc c'était les pourboires qui comptaient. Et même pas. Même pas. Même pas. On travaillait, il ne nous payait pas. Il nous disait. Je vous apprends. Moi, je vous apprends. Normalement, avant, on devait nous payer pour vous apprendre. Maintenant, je ne vous fais pas payer, mais je ne vous montre rien, parce que j'en ai marre de montrer aux autres. Parce qu'il disait, si je t'apprends quelque chose, après, tu vas aller te vendre autre part chez un autre. Donc, il dit, tu prends, tu regardes ce que je fais, et tu apprends comme ça. Mais payer, je ne paye pas. Alors, il y a un tiroir, on mettait pourboire, on mettait ça dedans comme ça. Mais il nous donnait un peu d'argent tous les mois, mais on ne comptait pas les pourboires, donc on ne savait pas, mais il s'y retrouvait. Hein. Il donnait partout, certains qui donnaient partout, quoi. On apprenait, donc on n'avait rien à dire. Hein. Tu as quel âge là, donc c'est pour toi 18 ans, 20 18 ans. Là, c'est quand j'ai 18 ans. Et je suis parti de là à 20 ans et demi. D'accord. Voilà. Et je suis venu à Bruxelles. Toujours chez papa et maman. Toujours aussi de l'hôtel. Hein. Ah d'accord. J'étais à l'hôtel, papa et maman, c'était bien. Quoi. Et pour papa, il m'a laissé tranquille après. Au début, je travaillais beaucoup avec lui sur les chantiers, sur la maison et tout. Mais alors, quand il a vu que j'évoluais, et il a vu que je me bougeais quand même, donc il m'a fichu la paix. Il avait peur que je m'abîme les mains. Coiffer, c'est une chose, mais travailler dans des briques, c'est différent. On peut s'abîmer. Hein. Comme un violoniste ou un pianiste, c'est Ouais, précieux. C'est précieux, comme pour nous aussi, hein, c'est de travailler. Tu as déjà eu des accidents au niveau des mains? Non, j'ai la chance. Non. Ah, jamais rien eu. Ni aux jambes, ni aux mains, ni nulle part. Oui, c'est vrai, parce que... Ça c'est... Parce que rester, c'est un métier où on reste debout. Non, ça va. J'ai une bonne santé. Encore maintenant? Tu mets des barres? Non. Non, même pas. Moi j'ai une jambe droite qui a un peu... Il y a quelques petites varices comme ça. Ouais. D'accord. À part ça va. Non, c'est bien. Ouais. Donc tu as 18-20 ans, et 18, puis alors, 20 ans. et puis il y en a un qui vient te retrouver, ou bien tu... Alors je travaille. Donc, comme le patron ne nous payait pas, moi j'avais besoin d'argent. Je voulais pas être pauvre. Parce que quand j'étais petit à l'école professionnelle, des fois on allait jouer au kicker, et mes copains d'école ils disaient ouais, Spagnoli, il n'a jamais de sous. J'avais pas de sous, il ne me donnait pas de sous mon père. Donc je ne savais pas payer la partie de kicker. C'était 2 francs, hein, de kicker. Mais j'avais pas de sous. Donc après je voulais avoir de l'argent. Et comme je faisais mes petits clients à la maison. Quoi, pour sortir, pour aller voir les films, quoi? Ou Pour bien aller au sortir, cinéma? pour avoir des sous, ouais, des trucs comme ça, quoi. Hein. Et tu sortais où le soir? Le soir, je ne sortais pas. Au week-end, des fois. T'allais jamais en ville à Charleroi? Non, j'étais. À un moment, j'allais avec ma soeur, parce qu'on est italien, hein, donc ma soeur était plus âgée que moi. Ben, je vais faire le chaperon, je vais surveiller ma soeur. D'accord. Voilà. Ma soeur devait se trouver un mari. Oui. Alors, on allait à Charleroi, à la réserve. Ah oui. En dessous du Palais des Beaux-Arts, il y avait une salle de danse. On allait là-bas. Là, j'ai commencé à connaître des petites filles, quoi. Ou bien au club. Il y avait le club à la ville basse, quoi. Oui. Ça, c'était... Oui, mais ça, quelquefois. Il y avait encore l'ancienne prison qui était là dans les parages. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas beaucoup. Je me rappelle pas bien de ça. Ah, Je sortais là. Ah, Et après, je commençais à coiffer à la maison, le soir, le dimanche. Et je gagnais très bien. voilà. Donc, je m'achetais mes vêtements moi-même pour finir. Voilà. Et puis après, quand j'ai fini... Tiens, tu les as achetés où? À Trasny? Non, les vêtements, rue de la Montagne... Non, rue Neuve, à Charleroi. Chez Brunner. Brunner, voilà. Voilà, chez Brunner. C'était connu, hein. Oui, c'était connu. Hein. C'était connu hein, chez Brunner. Et puis il y en avait un autre, le nom m'échappe pour le moment, mais qui était lui à Châtelineau. Il y avait un Italien avec un grand Mais magasin. Châtelineau, pour y arriver, c'était plus difficile. C'était peut-être plus difficile. Non. Chez Brunner à Charleroi. À Charleroi, je prenais le tram à Fontaine, et je descendais à Charleroi. Mais tous les jeunes allaient chez Brunner. Oui, c'était la mode. Hein. Il était là à la rue Neuve, et puis il a eu un magasin à Vulbasse aussi. Oui, après il a ouvert un magasin ici, rue Neuve à Charleroi, à Bruxelles. C'est ça, aussi. oui. Donc chez Brunner. Brunner. On avait à peu près les mêmes points. C'est la même génération, hein. Si ça tombe, on est même sortis ensemble. Hein. C'est peut-être rencontré, hein. Il y a des chances. Oui. Pourquoi pas, hein. Voilà. Et puis après, quand
à la fin des cours de l'école, mon patron ne me prenait plus. Il nous avait dit, moi je tiens jusqu'à quand vous êtes apprenti, une fois que vous êtes plus apprenti, là je ne vous paye pas, donc c'était le contrat. Donc je suis venu travailler à Bruxelles, on est venu me chercher. Mon copain Bruno qui m'avait formé, lui il connaissait un coiffeur de Bruxelles, Griffo, qui était aussi un ancien de Forchy. Ah d'accord. Oh, ouais, c'est fou, ça tourne là-bas. Et il est venu me trouver pour travailler chez lui. Donc j'ai fait un modèle, j'ai travaillé, il a vu ce que je savais faire, il m'a engagé directement. D'accord. Voilà, je suis arrivé à Bruxelles en septembre 70. D'accord. Moi, je commençais mon service militaire. Ah ouais. Mon numéro de matricule 70 sur 97 38. Ouais, alors il y a quelques copains belges là qui me disaient que j'avais triché en ne faisant pas service militaire. Quoi. Ah bah, c'est normal, oui, nous on avait un an et demi à faire. On a perdu, bien sûr. Oui, d'accord. L'opportunité était là, on ne pouvait pas. Oui, oui, oui. C'est comme ça quoi. Et donc là, tu arrives à Bruxelles. À Bruxelles, chaussée de Louvain. Et là, tu loges où là? Alors, toujours chez mes parents. Toujours chez tes parents. Oui, parce que bon, j'avais pas d'engagement nulle part, donc je partais le matin à 6h et je rentrais le soir à 9h. C'était une longue journée. C'était une longue journée, ça. Quand on a 20 ans, on s'en fout. Hein. Ah, oui, On sait pourquoi. Puis on sortait je coiffais encore le soir. Mais t'es un petit coq là-bas, tu travailles à la capitale, quoi. Ah ouais, je gagnais bien ma vie. Hein. Ah ouais, voilà. Je gagnais beaucoup mieux que ceux de Forchy. Hein. Voilà. Plus les clients que je faisais le soir et le week-end, ah, j'étais riche. Hein. Oui, ça se J'avais passe deux bien. payes. Ah ouais, là j'étais vraiment bien. Puis après 2 ans, deux ans. Mais 2 Paris, ans. t'avais déjà des petits flirts à ce moment-là. Voilà, ouais. À 20 ans, oui. Hein. Ah ouais, voilà. Quand même, oui. Beau gosse, hein. Des filles de Forchy ou bien Forchy partout. de partout? Bah oui, hein, des flirts, hein, pas. Voilà, voilà. J'avais pas tant entretenu des relations plus longues, quoi. Non, non, non. Moi, ça, je voulais pas, ça m'intéressait pas. Et à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles? Alors, à Bruxelles. Alors, Griffo, ce patron qui m'engage, c'était le vrai italien. Gros coup, il se vantait fort, ci et là. Il avait un grand salon, il travaillait très cher et tout. Moi, j'étais ébloui par. Il m'a bien vendu l'article. Puis j'arrive là, je cherche son salon, je ne le trouve pas. Et puis je vois, hein, chaussée de Louvain, à Bruxelles. Un salon pas mal, hein, mais c'était pas exceptionnel. À Fontaine, chez Walter, c'était Voilà. pareil. C'était pas. Quand j'arrive là-bas, je commence à coiffer. Ah, purée, là, je me rends compte que je travaille bien. Parce que là, Tu as pu comparer. j'ai pu comparer mon travail. Parce que chez Walter, on travaillait tous bien. Oui, C'était oui, lui qui oui. nous formait. Donc, puis quand je vais là-bas, même Griffo, je voyais que je travaillais mieux que lui. Il te refilait les clients parce qu'ils étaient clients plus sévères et il fallait que ce soit bien fait. Non, non, parce qu'on était au pourcentage. Hein, donc les clients prenaient les clients qui tombaient, soit avec des rendez-vous, des gens qui passaient comme ça. On tournait, donc chacun prenait un client à tour de rôle. Mais alors à certains moments, comme moi je ne connaissais pas bien les clients, les autres collègues qui les connaissaient, eux, ils jonglaient. Comme les clients donnaient des pourboires, des bons pourboires. D'accord. Voilà, ils traînaient, ils accéléraient pour. Voilà. Moi j'ai vu ça, j'ai dit, tu sais quoi, moi je ne vais pas faire ça. J'ai commencé à faire du bon travail, et je vais piquer les clients comme ça, à la demande. Donc quand ils téléphonaient, ils me demandaient. Ouais, ça, c'est bien. C'était bien, c'était fidéliser les clients. Quoi. J'ai tout le temps fait comme ça, et ça a bien marché. Pendant 3 ans, 4 ans, puis j'ai rencontré ma femme. Ah, comment ça se passe Alors j'avais un collègue, Roger, qui était Borin, et Tony, qui était aussi de Mons. Puis on commence à cohabiter. On vient, dit, tu sais quoi, on va habiter ensemble, à 3, on fait la navette. Donc on habite ensemble, on ne connaissait pas Bruxelles. Donc on commence à demander à des clients copains, tiens, pour sortir, où est-ce qu'il faut sortir à Bruxelles? Puis ils nous donnent des adresses. Et un jour on sort, quoi, avec Roger et moi. Il y a 2 filles qui dansent ensemble. C'est des machos, hein. Des ballons, hein. Oui. Ballon Carolo italien, quoi. Et moi, il y avait une métisse et une belge. Moi je dis à Roger, je dis, écoute, moi j'essaie avec la métisse et toi tu essaies avec la belge. Et on essaye comme ça, on danse, tout ça se passe bien, mais ça passait pas. D'accord. Ça concluait pas, ça passait pas bien. Alors on a changé, c'était ma femme. Voilà. Un coup de foudre. Tout à fait. Hein. Ah ouais. Parce qu'on est sortis ensemble ce soir-là, et je ne l'ai plus jamais quitté. La semaine après j'étais chez elle, et puis je suis jamais parti. Là, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre, ça doit aller comme ça. Hein. Elle travaillait dans quoi? Secrétariat de direction, elle était très compétente. Alors j'étais ébloui parce que moi comme coiffeur, école j'avais rien fait, je parlais mon français, l'italien pas très bien non plus. J'arrive là, elle parlait français, néerlandais, anglais, allemand. Moi je suis un ignare à côté d'elle. Hein. Voilà.
Et ça m'a... Puis elle n'a pas fait de différence. Elle était D'accord. très, très, très bien. Ça m'a plu. Et voilà. On va dire que tu as de bons arguments, quoi. Qui voit? Oui, oui, beau parleur et tout. Parleur, oui, Bon, moi je bon, bon, bon parleur. Figaro. Parleur, Carolo, mais attention, parce elle était d'origine flamande, hein, donc... Voilà, d'accord. Non, mais c'était pas une flamande ni rien, Non, non. bruxelloise, flamande, des gens très bien, quoi. Franchement, vraiment bien. Alors tu retournes à Charleroi Après, avec ta copine, comment les parents... alors, comme j'habitais Bruxelles, je logeais à Bruxelles à l'époque, suis confié à ma soeur, j'ai dit, tu sais, Maria, j'ai une copine là-bas, et j'habite chez elle maintenant depuis déjà presque un mois et demi, 2 mois, mais je disais rien, hein. Je rentrais le week-end chez mes parents, et le dimanche, j'étais déjà à Bruxelles, je sortais. Et puis, elle avait été mariée, elle était plus âgée que moi, Gigi. Elle s'appelait Julienne Jérusalem, donc on l'appelait Gigi. Et j'ai dit à Maria, je dis, écoute, mais elle a été mariée, elle est divorcée. Ah, c'est le gâteau. Puis, je rentrais dans la maison une autre fois. Et maman, elle était bizarre, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et puis, Maria m'a dit qu'elle l'avait dit, elle avait cafeté, quoi. Ah, voilà. Et voilà. Alors j'ai dit, maman, écoute, maman, elle est bien, cette fille bien, donc moi je vois pas pourquoi ce qu'elle a fait avant, ce qui s'est passé avant. Puis dans un divorce, il y a toujours un fautif, un pas fautif. Hein. Moi je veux pas savoir, c'est sa vie à elle, oui, moi je suis venu avec quoi. Puis j'ai présenté mes parents, ça s'est très bien passé. Donc, voilà, il a été accepté très bien, elle les a acceptés très bien, c'était super. Je vais à la belote ensemble, Ouais, mon d'accord. père, moi, mon beau-frère, et elle, on faisait quatre, à quatre, hein, c'était bien. Hein. Alors ça c'est le début d'une vie C'est commune. de vie commune. Après, Donc il faut penser aux choses sérieuses. ah oui, mais ça c'était ben là à ce moment-là, on pensait pas à tout ça quoi. On avait quand même moi j'avais quand même de l'ambition. Elle travaillait dans une société allemande, technique, donc elle s'occupait de direction, elle s'occupait de toute l'équipe, ils étaient à 50, et elle gérait, c'est elle qui gérait tout. Le patron, il jouait en bourse, il s'occupait de sa bourse, il déléguait beaucoup. Puis après, ça allait bien. Et bon, Walter, il commence à me dire, écoute, je vais peut-être arrêter, si elle est là, parce que j'ai des problèmes de santé, si tu veux, tu peux gérer le salon. Il avait trois salons, un grand où vous travaillez, et deux petits trucs petits, insignifiants, mais bon, il fallait quand même les gérer. Mais si tu veux, tu me donnes une garantie de l'argent, et tu tiens les trois salons, et on partage les bénéfices. Je dis, ouais, ça peut être pas mal, quoi. Moi, je comptais, bon, je lui donne la garantie, on habite chez lui, parce qu'il est en Italie, je faisais de Louvain, on va habiter. Puis je me rends compte que je travaillais comme un malade, mais je gagnais rien. Je gagnais moins qu'avant. Je devais gérer, lui venait, il faisait des promotions dans les caisses. Puis c'était pas bien. C'était vraiment une catastrophe. Quoi. Et ça a duré 3 ans. 3 ans, comme ça je devais m'échapper. Puis il est revenu. Comme on avait un contrat où je m'occupais du personnel, il est revenu fanfaron, travailler dans le salon. Il est venu faire des clients. Et là, j'ai mis à la porte, je lui ai dit, écoutez, monsieur Griffo, ici, C'est moi. c'est moi, donc j'engage pas. Donc vous venez dans le salon dire bonjour au client, c'est votre droit, je ne vais pas vous empêcher, mais le client, vous ne le touchez pas. Ou alors vous me rendez mon argent, Tout à fait. voilà, et vous prenez tout en main, moi je me taille, je dis je pars, et je m'installe. Donc là, je vais dire, parce qu'à la lecture de ton ouvrage, on découvre que tu t'affranchis, quoi. Oui, moi, j'avais quand même, j'avais pas, j'étais timide, Voilà. mais Tu t'affranchis, voilà. j'avais quand même, je ne vais pas me laisser Tu faire. as su remettre les choses. J'ai mis les choses au clair, hein. Je dis écoutez monsieur Griffo, je dis voilà c'est comme ça, si vous voulez reprendre, vous reprenez, et si vous ne voulez pas reprendre, vous continuez à faire un conflit, moi j'ai vos contributions. Hein. Tout à fait. Parce que moi si j'ai rien gagné, vous avez tout ramassé, là, les chiffres qui sont là, et voilà. Ouais, tu deviens malin, il me dit, et puis voilà. Mais je dis, je dis, moi je ne veux pas rester, tant que vous ne m'avez pas rendu mon argent, je reste. Une fois que vous m'avez rendu mes sous, moi je pars, et je m'installe. Donc là, tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. 23 ans. Parce qu'on ne va pas faire toute l'histoire du bouquin. Pardon, non. J'ai presque 25 ans. Voilà. 25 ans. Parce qu'on ne va pas raconter tout le bouquin, mais donc c'est pour situer un petit peu le démarrage, le démarrage d'une vie d'un jeune homme qui rentre dans la vie active et qui, je veux dire, fait la connaissance un petit peu de son métier. De son métier, de la vie, et puis de voir qu'il y a des possibilités, il y a moyen même avec un métier manuel, un métier coiffeur, c'est pas un grand métier en soi, si on veut, mais il y a moyen j'ai vu qu'il y avait moyen de vivre bien, de se positionner, d'être bien, quoi, de faire son chemin, donc je me suis accroché. Alors Griffo, comme il avait dépensé tous les sous, il ne les rendait pas. Voilà.
Alors maintenant qu'ils ne me rendaient pas, moi je connais l'adresse de mes clients. Hein. Tout à fait. C'est de bonne guerre. Hein. Tout à fait. Et puis j'ai ouvert mon petit salon ici, rue de la Croix, en 76 à XL. Mais c'est pas commerçant là-bas. Non, mais il fallait un endroit. J'avais Il n'y a pas pas d'autres magasins dans la rue de la Croix. au coin, mais c'était un beau petit magasin. Hein. Ah, d'accord. Juste au coin, où vous fait, il y a un appartement avec l'immeuble appartement. D'accord. C'était là, presque au chaussée d'XL. J'ai mon petit salon, mais comme j'avais déjà un apport de clients de chez Griffo, Voilà. ça marchait directement. Je faisais du bon travail, ça marchait directement. Donc 2 ans après, j'ai acheté la maison Place Fanancoque. Voilà. Donc là, Voilà. tu nidifies, quoi. Voilà. Voilà, tu t'installes, c'est les Voilà. briques. Oui, oui. Je dois me défendre parce que bon, il faut survivre. Donc, pour travailler chez un patron, je vais me faire rouler encore, je ne gagnerai pas assez. Donc j'ouvre mon petit salon, mieux que ça j'aurai, que ce que j'aurai. Et puis après, je prenais le bus Place Fanancoque le soir. Et je voyais la Place Fanancoque, et je voyais les magasins comme ça. Et je rêvais, hein. Je voyais les magasins, justement où je suis. Il y avait Margie, c'est une enseigne, un magasin de vêtements. Une belle enseigne. Je dis, si un jour c'est à vendre, j'achète. Parce que rue de la Croix, c'est bien, mais c'est pas centre. pas sans, donc je dois quand même me positionner mieux. Je dois me protéger, quoi. C'est arrivé. Il y a une affiche un jour. J'arrive une fois, il y a une affiche, vente publique. Je regarde 3 semaines après, vente publique. Je visite la maison le jour même, je téléphone à ma femme, viens voir. Ma femme va voir la maison, vétus, délabré, tout ce qu'il faut faire avec ça. C'est un éléphant. Ouais, ben, c'est une opportunité, hein. On est jeune, on peut travailler, l'argent encore ligné, on va le mettre là-dedans. Quoi. Et payer 2 loyers, magasin, plus l'appartement, on paye un loyer, on fait les frais, et puis... Le papa vient voir. Oui, quand même, lui, obligé. Hein. Voilà. Puis je vais faire ça, je ne pouvais pas faire ça sans lui en parler. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit, lui il se rend compte de l'ampleur des travaux. Il se rend compte de l'ampleur des travaux, il se rend compte de l'ampleur de l'achat. Lui, il avait sa petite maison de charbonnage. Il y avait un gros truc comme ça, c'est gros, hein. C'est quand même grand par rapport à ce que nous on était à l'époque, quoi. Alors comment est-ce qu'on ramasse toutes les billes à ce moment-là? Alors, d'abord il faut voir si je peux. Oui. Première chose à faire, visiter, demander un peu ce qu'ils en veulent, plus ou moins. Aller à la banque, on a à l'agence là, le banquier est super sympa, il me dit je t'envoie directement à l'expert. Il envoie un expert, il avait estimé la maison, c'était dans mes cordes, quoi. Puis vente publique, mais j'ai jamais vu de vente publique. J'étais en voir 2, je comprenais rien du tout. Et puis j'ai un client, un Tamar, un client, un juif. Et je lui demande, il connaissait quand même. Il dit, ouais, il dit, t'en fais pas, il dit, c'est comme ça qu'ils achètent des chaussures. Il dit, tu sais jusqu'où tu peux aller, tu dois savoir jusqu'où. Tu ne dois pas dépasser ce que tu peux. Tu dois faire une grille avec le prix, les frais, tout ça, et tu laisses faire. Tu t'occupes de rien du tout. De toute façon, si tu dois l'avoir, tu l'auras. Et tu ne vas pas te bagarrer, hein. Et tu laisses faire, quand tu n'auras plus que 2, que ça reste dans tes corps, tu attends qu'il n'y en ait plus qu'un, le juge va faire 1 fois, 2 fois, soit tu interviens. Voilà. Tu te mets dans le fond, on ne te voit pas, tu ne te montres pas. Tu surprends tout le monde. Et tu surprends tout le monde. Et ça a marché. 1 fois, j'ai crié. Et l'autre n'a pas surenchéri. Mais c'est arrivé à un seuil, c'est arrivé à 3 millions de francs. C'est arrivé à un seuil, hein. C'est ça. 3 millions. Un, il dit 3 millions 100. Parce que celui à 3 millions, il était parti de 3 millions 100. Oui, oui. Et moi, j'ai arrivé à 3 millions 150. J'ai surenchéri qu'une fois. C'est un coup de bol, C'est ça. un coup de bol, hein. Ah ouais. Oui, parce que c'était correspondait juste pile. J'aurais pas su faire 2 enchères, hein. Ça devait arriver, quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Et après, ça a commencé, parce que ça, c'est la victoire, on l'a. Et quand il y en a à jouer, il faut jouer avec, hein. Ah. Il faut pédaler, hein. Et là, on a commencé à pédaler, les travaux, c'était la galère. Et pendant ce temps-là, le travail se faisait où? Rue de la Croix. Toujours rue de la Toujours de la Croix. Croix. Tu louais là-bas. Je louais. Et alors, quand j'ai acheté ça, ça se libérait 7-8 mois après, il y avait un bail, hein. Donc ça se libérait après. On a fait les travaux. Et en juillet... Attends, je mélange tout, hein. Dans les années 70, mais voilà. 70, bah oui. En juillet 78, 79, j'ai ouvert ici. J'ai commencé à travailler là. Et on habitait à l'arrière, dans un taudis. On retapait, quoi. Priorité au salon, hein. Comme toujours. Comme toujours, hein. Le commerçant, c'est comme ça. C'est comme toujours ça, hein. La façade et puis l'arrière. À l'arrière, puis on habite là comme On ça. vit dans les réserves. Voilà, et et puis on a tiré notre plan. C'était très dur. On a tout. fallu- Ça te fait penser, moi, quand j'avais ouvert une boutique à la mer, Ouais. on dormait dans la réserve, on avait acheté un lit divan, et les enfants étaient dans une valise ouverte,
sur des coussins et ils dormaient sur. Ben, c'est ce qu'on a fait presque. Hein. Parce que les enfants étaient tout petits, tout petits. Ouais, oui, nous, quand on a acheté la maison là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme souris là-dedans? C'est fou. C'est fou, hein. Donc on avait aménagé la maison arrière, on avait fait deux petits lits comme ça, les enfants étaient petits. Catherine, elle avait 2 ans, même pas 2 ans, et Luigi, il avait 4 ans. Donc on mettait nos vêtements à nous, sur eux pour qu'ils aient chaud. Il n'y a pas de chauffage, il n'y avait rien. Ça a duré 3 ans. Dans les années 70, 80, Ouais. 70, 79, 80. C'était des vieilles maisons, il n'y avait jamais eu de confort dedans. Voilà. C'était vieux, c'était très vieux. Tu as fait combien de fois des gros travaux dans cette maison-là? Parce que tu ne les as pas fait dès le départ. Combien de fois? Oui, tu as Des travaux. Oui, parce que Des travaux, Parce hein. que je vois maintenant, bon, c'est un nouveau toit qui a là. Oui, 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 oui. C'est ça que je veux dire. Des travaux. Alors, il y en a beaucoup, hein. Le premier salon de coiffure, Oui, mon appartement, oui, la maison arrière. oui, On a refait le salon de coiffure. oui. Le premier étage, deuxième étage, le toit. 7 fois, 7 chantiers on est là-dedans. Je vais dire, c'est un petit peu comme lors de ta jeunesse, lorsque le père a fait Ah ça. oui, mais c'est un virus, hein. Voilà, Oui, c'est dedans, hein. voilà. Ah Tu ouais, étais ça- déjà habitué. Oui, j'étais habitué, donc j'avais pas peur des travaux que je connaissais déjà. Voilà. Donc un entrepreneur, il ne me voulait pas, je voyais ce qu'il fallait faire, je savais ce qu'il fallait faire. Et puis mon père est venu beaucoup m'aider. Ah oui, quand on a fait les travaux d'appartement, de mon appartement, mon père est venu beaucoup de fois Je me m'aider. Hein. souviens, on a changé les châssis ici, ça a fait une poussière de tous les Ouais, diables. ça- Donc oui. je peux m'imaginer. Ah Sur oui. un lieu de travail, c'est pas. Ah oui, non, C'est épouvantable, hein. les travaux qu'on a fait, on a l'impression qu'il y avait une bombe qui était tombée dedans. Hein. Voilà. Ah oui, non, à un certain moment, à la maison arrière, quand on a fait tout ça, de la cave, on voyait le toit, on voyait le ciel. Hein. Faut être courageux, hein. Ah oui, il faut. Oui, Faut être courageux. un peu inconscient peut-être, mais Oui, oui, ouais, surtout aussi, oui. courageux, je sais pas, hein, mais il faut le faire. Mhm. Et la maison, c'est une plus-value, donc on doit l'entretenir. C'est mon capital, hein, c'est mon T'as vu travail. beaucoup de voisins défiler à gauche, à droite? Ben, c'est toujours les mêmes propriétaires, ou ça a non, changé. ça a changé 3 fois, D'accord. 4 fois. Vous avez beaucoup de terrain à l'arrière, là? Donc j'ai le salon, puis j'ai un rez-de-chaussée, voilà, puis la maison arrière. C'est grand, hein. Il n'y a pas de jardin, là? Il y a une cour, une Une cour. courette. D'accord. Au départ, il y avait la maison, avant, avec une annexe collée, puis la cour, puis une arrière-maison. Alors on a tout relié. C'est ça. Donc il reste un morceau de cour. Une cour sur une demi-largeur, sur 10 mètres. C'est sympa, on a bien travaillé. Alors, Très une fois beau. que tout ça, je veux dire, se stabilise un peu, tu as quand même envie de prendre des vacances. Comment ça se passe, là? Alors, la première vacance, c'est quand rue de la Croix, on était déjà rue de la Croix, on a pris 10 jours à Rimini, et puis on prenait des vacances, on allait dans le sud de la France, en camping, des trucs comme ça, quoi. D'accord. On a acheté une petite remorque. Salon fermé, alors. À ce moment-là. Ouais. On fermait, c'était des Puis, congés ouais. payés, quoi. Quand j'ai payé, ou alors Pinot, parce que Pinot, mon collègue d'apprenti, ça j'ai oublié de dire ça, quand il venait m'aider de temps en temps samedi rue de la Croix, il D'accord. était sans travail, il venait là. Et alors quand j'ai ouvert Place Fernand-Lecoq, je l'ai engagé parce qu'on avait un volume client qui était différent, donc lui des fois il restait au salon D'accord. pendant que je partais en vacances, ou lui quand il partait, je le gardais tout seul. Quoi. Comme ça, puis on a grandi, de 2, 3, 4, au moment on était 5, donc on a dû refaire des travaux en 87. Là, on a mis plus de sièges. Et là, on a commencé à coiffer les dames. Parce qu'on ne faisait que les hommes. On a commencé à coiffer les dames. Et puis, j'ai eu une équipe qui n'a pas été très stable. Alors, j'ai engagé vraiment une équipe. 3 coiffeurs d'hommes, 3 coiffeurs dames. Des vrais. Mhm. Des vrais. Nous, on était un peu chipoteurs en dames, donc c'était pas très professionnel. On coupait bien, hein, mais le reste, on n'arrivait pas à assumer très bien. On a pris des vrais coiffeurs. Et là, ça a démarré très fort. Et alors en 93, on a tout agrandi le salon, on travaillait à 10. Oui, oui, ça devient le gros salon. C'était le gros truc. Et ma femme est venue travailler avec nous. Comme elle travaillait, elle était compétente, elle savait faire ça. Parce qu'il faut gérer une équipe. Il de faut dix gérer, et elle était très forte là-dedans. Donc c'est pour ça que bon, j'avais quand même un peu d'ambition, et je voyais qu'avec ma femme, on aurait pu construire quelque chose. Moi seul, j'aurais eu du mal, parce que bon, Oui, oui. c'est 2 métiers différents. La gestion d'un gros truc, c'est un métier. Hein. Moi, techniquement, c'était bien, mais le reste, non. Donc j'ai su la convaincre de ce qu'elle faisait pour son patron où elle était sous-payée et elle n'avait pas de reconnaissance, qu'elle le fasse pour nous, Tout à fait. pour elle, pour nous, pour Voilà. nos enfants, et que ça nous revienne, quoi. Donc elle a accepté. Donc là, elle était très forte. Là, ça a démarré très fort. On travaillait à 10, et à ce moment, avec un déménage, on était 12. Ah, c'est une équipe, hein.
Alors, il y a toute une série de faits qui vont se passer, mais qu'on va laisser découvrir aux personnes qui voudront se Oui, procurer l'ouvrage. Oui, hein. Ici, sur la place Fernand Coq, numéro 5. 5, place Fernand Coq, chez Spagnoli. Oui. Vous foncez, l'ouvrage est en vente là-bas. Mais, on revient un petit peu à ta vie, les concours. Tu fais des concours. Les Alors, concours. comment ça Quand est-ce qu'on ose s'inscrire à un concours? Les concours, ça vient de... Je suis insatisfait. Et j'ai besoin de reconnaissance dans le travail, de me prouver. Et comme je ne suis pas satisfait, j'ai toujours l'impression que mon travail n'est pas bon. Parce qu'il y a les revues professionnelles, il y a les représentants qui Oui. passent, on parle des produits, on tient, pourquoi celui-là il a sa photo dans la publicité, Oui. pas moi quoi. Parce Oui, que, oui. ouais. Et puis après, concours. Après, bon, on avait quand même... J'avais l'esprit de compétition. Oui. J'ai un esprit de compétition quand même. Mais j'étais occupé d'abord à lancer le salon. Je n'avais pas le temps de faire des concours parce que ça prend énormément de temps. Mais quand le salon est arrivé, on travaillait à 5-6 dans le salon, quand je me suis dit, ben là, je peux commencer. Donc j'ai trouvé un beau mannequin, un beau modèle, et j'ai commencé à faire des concours. Un concours. Ça n'a rien donné. Puis il y avait... Ça se faisait où ça? Ça s'est fait à Alost. Ah, alors. À Alost. Un petit concours national belge. Je n'ai pas été classé, donc je ne sais même pas quand je suis arrivé. Et puis il y avait les championnats du monde de coiffure qui se faisaient aux États-Unis, à Las Vegas. Il y avait les firmes de produits qui sponsorisaient des voyages. Voilà. Donc on pouvait faire des voyages, soi-disant professionnels, mais on a fait du tourisme en même temps. Donc on est parti à deux avec Gigi. On est parti là-bas. Alors je vais voir le concours, le championnat du monde de coiffure homme toujours. Et je vois l'équipe belge, 3 coiffeurs. 3 gars avec qui j'avais concouru le concours à Alost. Ceux-là, ils sont dans l'équipe belge. Moi, j'ai fait un concours, je ne savais même pas ce que je faisais, contre eux. Et je n'ai pas été classé, mais comme j'ai vu comment ils travaillaient, je me suis rendu compte que je travaillais mieux qu'eux. Techniquement, j'étais en compétition, je travaillais mieux qu'eux. Et j'ai dit à Gigi, j'ai dit, écoute, dans 2 ans, je serai sur le podium. Hein. Tous les 2 ans, il y a un champion du monde. Voilà, j'ai commencé, on est rentré, mon petit modèle, là, j'ai fait un concours. Ça va, je suis arrivé 3e, c'était pas mal. Puis il y avait un concours à l'étranger, en Hollande, un grand concours. J'arrive premier belge. Pour les autres, ouais, le premier concours c'est de la chance. Je savais que c'était pas de la chance. C'était le travail. C'était le travail. Puis il y a eu un championnat de Belgique à Liège. Là j'étais premier. Puis ça a commencé comme ça, quoi. Et puis j'avais des résultats. Si j'avais pas eu de résultats, je n'aurais pas continué. Hein. Et moi, c'était de bons résultats. J'ai fait ça pendant 4 ans, 5 ans. Et je me suis arrêté au championnat du monde en Allemagne. Je suis arrivé 6e. Avec un mannequin qui n'était pas top mannequin, mais techniquement, j'étais bon en coupe, j'étais premier. Et quand on décomposait les points, le pointage des concours, j'étais premier en coupe. Le reste, la finition, le coiffage, je prenais un peu de points, mais ça c'est pas grave. Et voilà. Et puis après, il y avait un autre championnat du monde au Japon. Là, je suis pas allé. Ça coûtait trop cher, hein, on le paye nous-mêmes. Pour pas arriver beaucoup mieux que 6e. Alors quelque chose qu'on ne parle pas trop dans ton ouvrage, on n'en parle pas du tout, mais disons qu'on parle concours, mais tu as parlé des marques, des produits. Oui. Un représentant arrive, Oui. tu achètes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Comment change-t-on de fournisseur de produits? Pourquoi? Est-ce qu'il te propose autre chose? Est-ce que tu as découvert un nouveau produit lors d'un salon ou l'autre? Comment ça se passe? D'abord, le choix d'un produit. Il faut d'abord chercher une qualité de produit. Oui. Pour être correct avec les clients, pour faire du bon travail, il faut un bon produit. Donc il faut acheter la qualité. Il faut négocier les prix. Ça c'est le marketing, ça c'est l'achat. Mais alors, quand on a un plus grand salon, quand on a un petit salon, non, on achète à la pièce. Non, mais quand on a un grand salon, ça devient un partenaire. Voilà. Un présentoir de 12 plutôt que les 6, mais après, oui, mais c'est un partenaire, donc il faut faire des séminaires, il y a des formations. Voilà. Parce que les firmes, elles organisent des formations aussi, elles organisent des stages. C'est un plus aussi. C'est des plus, mais ça fait partie du package. Du package, c'est le prix. Hein. Oui. Comme on achète beaucoup, on a droit à ça. Et c'est comme ça que ça va. Alors à un certain moment, quand tu commences à moins bien fournir et à laisser aller dans le commercial, des choses comme ça, il faut changer. On doit rester comme ça, et puis il y a des qualités, puis il y a des produits qui viennent, de nouveaux produits. Ça, puis il y a le feeling. Il y a des bons produits, mais il faut le feeling, il faut sentir. D'accord. Ça c'est beaucoup pour les couleurs, des choses comme ça. Quoi. Dans l'activité d'un salon, les produits, la vente de produits, ça représente à peu près combien de pourcents? C'est important ou pas important? Ouais. Il y a certains salons, ils axent beaucoup sur la vente de produits. Oui. Mais nous, on est coiffeurs.
D'accord, Donc je ne suis pas vendeur. d'accord. Moi, je vais à un service, je fais du bon travail. Il y a des produits, c'est accessoire, si le client veut acheter, il achète. D'accord. Non, nous, on n'est pas vendeur. C'est pas au niveau On de... avait, à un certain moment, on avait ça. Quand on avait une grande équipe, là, on mettait plus de produits en vente, mais ça ne rapportait rien. Mhm. Ça ne rapportait pas. Et puis, s'il faut embêter les clients pour acheter un produit, c'est sciant. Hein. On ne Tout peut à pas fait. faire ça. Je Quand s'il comprends. veut un produit, on peut conseiller, mais non, on ne veut pas. Alors, la marmaille, comment on la gère Ah, les enfants, Oui, ah, ils vont à l'école ici à ils Bruxelles, vont à à l'école, XL. oui, ils vont à l'école Excel, à l'école flamande, parce que leur maman était flamande d'origine, donc il fallait qu'ils s'apprennent le flamand. Quoi. Il n'y avait que elle qui pouvait le Ma- suivre. Maman parlait flamand à ses enfants à la maison? Un peu, la Ah, grand-mère parlait ah, flamand, mais la pas la grand-mère, maman. pas la maman, on parlait français. D'accord. Moi, j'avais insisté quand même pour qu'ils aillent à l'école flamande, ça c'est une idée à moi. Ça c'est bien. Oui, parce que comme Comme moi j'ai fait, c'est pour ça qu'on est allé s'installer à Knock, pour que les enfants puissent parler pour les flamands, flamand. néerlandais, c'est important. Hein. C'est important. À Bruxelles, en plus, c'était. Ouais, non, il fallait. Ah, c'est bien. Et voilà, donc ils ont l'école en maternelle, en primaire, et puis ils ont commencé à faire secondaire, Mais c'est élitiste ça, pour l'époque. flamand. Oui. École en primaire, non. Hein. Non? Non. Ah, c'était déjà courant. Oui, il y avait des écoles, de bonnes écoles, très simples, ouais, pas élitistes, non. Non, d'accord. Non. Après, comme c'était Gigi qui s'occupait d'eux, de l'école, forcément elle était plus apte que moi. Mhm. Elle était devenue à un certain moment très, très élitiste comme ça, elle voulait le meilleur, Ah, d'accord. donc elle voulait mettre chez les jésuites. D'accord. Catastrophe. Ah, oui. Oh, ouais, non. Et ça n'a pas marché. Après ils ont fait la coiffure aussi. D'accord. Ils sont devenus coiffeurs. C'est incroyable. Hein. Ouais, ouais, c'est fou, hein. Et c'est un métier on se le passe de génération en génération, sans le faire exprès, hein. On n'insiste pas là-dessus. Hein. Non, non, Et ma non, soeur a commencé, moi je l'ai repris par hasard. Hein. Mon fils l'a fait, ma fille l'a fait, maintenant mon petit-fils le fait aussi. Et mon autre petit-fils, il commence à le faire, donc c'est bien. C'est un beau flambeau qu'on remet parce qu'ils le font de bon cœur. On ne les a pas forcés à le faire. On n'a pas jamais voulu forcer à faire quoi que ce soit. On leur a toujours dit, si vous le faites, il faut le faire bien. Tout ce que vous allez faire dans la vie, il faut le faire bien. Sinon, ça ne vaut pas la peine de le faire. Quoi. Et les clients, le retour, il se fera. Si on fait du bon travail, il y aura toujours un retour. Il ne faut pas courir après. Tout à fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Enfin, écoute, Alphonse, j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter. Je t'écouterai pendant des heures. C'est vrai. Mais sinon, on risque de trop dévoiler parce qu'il y a des choses plus intimes dans l'ouvrage qu'on laissera découvrir par la lecture. Ouais. Et je dois dire, je te souhaite énormément de succès, toujours dans ton métier. Merci beaucoup. Et surtout pour que les gens d'Ixelles ici, et même d'au-delà, puissent prendre contact avec toi et découvrir ton ouvrage. Très bien. Merci beaucoup d'être venu me voir. Merci Woody. Merci beaucoup de Bon m'avoir reçu. après-midi à toi. Toi aussi. Merci.